À 6h du matin, chez moi, toc toc toc, huissier de justice, police, informaticien, perquisition. Ah oui, c'est même pas une première lettre pour t'informer que... C'était pas pour m'informer, non. Si j'avais pas mis la boîte chez moi, ça aurait pas pu se passer chez moi. Donc je déconseille fortement de créer une boîte chez soi. Il y a une anecdote assez marrante, c'est qu'on était autour de la table en train de décortiquer nos bilans avec justement Olivier Randam, des équipes de TF1, et ils regardent les trucs et ils voient location de voiture, et il y en avait pour un montant assez important. Et donc eux, ça les fait tiquer, ils disent non mais les gars, comment vous pouvez avoir ça? Et vous avez des Porsche ou quoi? Et nous, on les regarde. Et on a dit oui. Moi, je suis parti en bon terme avec eux. Je suis parti en démissionnant. Le point, il n'était pas pour moi. Le point, il est que l'ancien DG de cette boîte, qui est mon associé plus tard, avait prévu de me rejoindre dans l'aventure Bonsaï et comptait mettre les choses en ordre d'abord chez mon ancien employeur. Il s'est trouvé que ça s'est su en interne qu'il allait me rejoindre et ça leur a pas plu du tout. Et donc, ils ont débarqué au bureau, ils l'ont pris en salle de réunion à part et ils ont pris son ordinateur. Ils ont viré 6 personnes ce jour-là. Et c'est comme ça que les histoires ont démarré. Feuille blanche. Pour gagner au loto, c'est connu, il y a une règle, c'est la pub qui le dit, il faut jouer. Et bien pour vendre sa boîte, c'est la même chose, il y a une règle, il faut commencer par la créer. Et pour bien la vendre, eh bien, il faut savoir à quoi s'attendre. Et pour se préparer, rien de mieux que découvrir les coulisses de celles et ceux qui l'ont vécu, celles et ceux qui ont closé les deals. Bienvenue dans Cash Out. Question de moyens, on fait aussi les voix sur les jingles et c'est amusant. Alors, en quelques mots, il lance sa boîte et bim, procès en concurrence déloyale avec son ex-employeur. Il s'apprête à vendre la boîte et bim, un contrôle URSSAF la veille du deal. Il vend sa boîte et bim, il vient tout nous partager, j'espère, dans Cash Out. David Sidbon, bienvenue. Bonjour. Salut David. On est ravis de te recevoir avec Sacha Doliner, serial exeter et CEO de Neumann. T'as tes anecdotes? Salut Tom. Bien sûr. Ouais. T'as ta playlist? J'ai ma playlist. Eh ben, j'ai la tienne en tout cas. On lance officiellement ton Cash Out avec Sacha et en l'occurrence avec un artiste qui s'arrête souvent sur Cash Out, Mr. Eminem. Tu la connais maintenant? Je la connaissais avant. J'ai vu que tu voulais changer pour du karaoké, mais c'est pas encore... Ah oui, au montage? Ouais. Eh ben, faut croire que les équipes m'écoutent pas. Ils t'entendent maintenant. Ouais, tu m'entends Loris? Le karaoké au montage. One opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. T'as vu la classe? Je baisse la main et la musique se baisse.
Il y a un côté très plaisant à faire le maestro sans réellement capacité musicale. Habituellement, quand les entrepreneurs s'arrêtent à ce micro, choisissent ce son-là, ils l'utilisent souvent pour parler des débuts de l'aventure. L'idée de one shot, one opportunity, j'y suis allé. Toi, tu l'as choisi pour nous parler plus largement de toi et pour ouvrir ton épisode. Ouais, exactement. Alors, je passe par... Si tu veux que je commence par quoi exactement, mais... Je voulais savoir pourquoi cette musique parle de toi au-delà de la création seule de ta première boîte, Sequoia, que tu vas revendre à TF1. Bah, c'est pas Sequoia, mais Bonsaï. Bonsaï, excuse-moi. Digital que je veux revendre à TF1. Et pour le coup, c'est plus l'historique. C'est-à-dire qu'il a fallu vraiment se lâcher, se donner, prendre des risques et créer des opportunités. Et je pense que pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est vraiment créer des opportunités, des fois qui fonctionnent pas, des fois qui fonctionnent, mais c'est dans celles qui fonctionnent qu'à la fin, on y arrive. Je l'ai dit en introduction, il y a des moments où arrivent des choses que tu ne déclenches pas toujours. Ouais, tout à fait. Et donc, quand il y a des choses que tu peux déclencher, il faut savoir le faire. Tout à fait. Et encore une fois, le TF1, on va le voir, la vente a été une opportunité aussi, qui s'est fait au final par hasard. Et voilà, et comme quoi, il faut se laisser aller dans les opportunités. Donc en quelques mots, pour projeter le deal, Bonsaï Digital, cédé à TF1 pour plus de 10 millions d'euros. Pour tu ne peux pas montant. communiquer, voilà. Comme beaucoup d'entrepreneurs, avec une structure de deal qui est la suivante, si je dis pas de bêtises, 51% à la signature, puis un tiers du restant chaque année, avec des détails qu'on pourra, j'espère, partager. Ouais, tout à fait, on pourra partager. Et ce qui est aussi intéressant dans ce deal, c'est qu'on n'était que 2 associés à 50-50. Pas de VC, pas de autre business angel, etc. Donc on avait cette chance. Que la valeur créée était pour vous. Que la valeur créée était pour nous, exactement. Et on le verra, mais le fait d'avoir fait cette vente, c'était parce qu'on est arrivé à un tel niveau que on n'avait pas d'autre choix que de vendre au final, alors qu'on fonctionnait très très bien. Mais c'est-à-dire que si vous continuiez à développer, il y avait potentiellement plus de repreneurs? En fait, non. Si on continuait de développer, il fallait passer par là une levée de fonds, développement international. Et en fait, on est arrivé à un tel niveau, nous, de revenus, de confort, etc., que ça marchait pas. En fait, ça fitait pas, si tu veux, avec des investisseurs. Ils allaient pas te laisser un salaire qui était celui qu'on prenait, très très confortable. Donc il fallait redescendre en laissant des parts, en faisant potentiellement pas de cash out et en prenant plus de risques. Et donc, on va raconter tous ces choix à chaque étape que tu as pu faire. Cash out, pour celles et ceux qui nous découvriraient aujourd'hui, ça démarre toujours par le jour du deal. Celui où, globalement, et tu l'as dit, la vie de l'entrepreneur change. Sa boîte aussi, et l'avenir de sa boîte également. Pour revenir sur ce jour J, ce jour clé, on part avec David Guetta et Bébé Rexha. Ça doit être ça. I'm Good Blue. C'est effectivement le matin du deal. On se sent bien. Ça, c'est ton mindset au réveil? Ouais. Le jour de ouais, closing. parce que en fait, financièrement, ça va rien changer à ma vie. Mais quand même.
Non, financièrement, ça va rien changer à ma vie, vraiment. Du quotidien, tu veux Du dire. quotidien, oui, tout à fait. Mais j'ai l'impression d'avoir coché une case, réussi à vendre à TF1. On va en parler, ma signature a eu lieu au dernier étage de la tour TF1, dans une des salles, pas la plus grande salle d'administration juste avant. Bon, j'étais pas assez gros apparemment. mais voilà, et ça, c'était un moment assez, Ah, mais dont tu te souviens assez toute fier. ta vie. Elle ressemble à quoi, cette salle? Bah, écoute, Et j'ai une cette vue? photo, il y a une vue sur la tour Eiffel. C'est très sympa. C'est très sympa. Et on voit, qu'on arrive chez TF1, et après, bon, je suis resté 3 ans chez TF1, donc je suis revenu assez souvent à la tour TF1. Tu as eu accès à la grande salle, la très grande salle? J'ai eu pas accès à la grande salle, mais j'ai eu accès au restaurant de la tour. Avoue un soir, t'as quand même ouvert la porte pour t'asseoir 2 secondes. Ça, c'est stylé, ça, le restaurant. Ah oui, on a ouvert la porte pour regarder 2 secondes. Et on a accès aussi au studio de TF1, au JT de 20h, etc. On en reparlera aussi, mais ça fait partie des avantages qui ont été assez Et alors, exceptionnels. la météo de ton cash-out, si on doit le résumer très rapidement, tu vois, sur fond vert, c'est toujours ensoleillé à chaque étape, ou il y a des moments où il y a quelques bourrasques, un petit vent venu du Mistral? Quand tu dis c'est jusque la signature, Le closing? Non, le jour du closing. l'après. non, il y a eu, je sais pas si tu veux parler maintenant de. Bon, je voulais juste faire une joke sur la météo avec fond Ah, vert. d'accord. Je l'ai Pas fait, mal. je l'ai fait d'ailleurs. Pas mal. J'ai Bien, essayé. bravo. Ouais, c'était- Mais le matin, quand tu te réveilles, le deal, il est fait pour toi ou Ouais, le deal est t'es un peu quasiment angoissé, fait. quoi? Il faut quand même signer, Ouais. sachant Ça qu'à dit quand même l'époque. la musique, It's the best fucking life, night Night. of my life. Ouais. Non, c'était. C'est pas forcément, on signé. l'attend, parce qu'on attend on avait quand même quelques jours avant tout fait valider avec les avocats, etc., dans cette même salle d'ailleurs. Donc c'était. Il y avait un pré-closing, quasiment closé. pré-closing, quoi. Ouais, il y avait un pré-closing, exactement. Donc là, on faisait vraiment la signature. Donc c'était à l'époque, c'était en 2016, 19 février 2016. Et là, c'était sur, je crois que notre à l'époque, il y avait contrat encore pas de mal de cession fait papier. 300 pages, plus de 300 pages. Et c'était relié quand même. Donc, j'avais pas paraffé chaque page, heureusement. Mais il y avait une reliure, et il y avait, je sais pas combien d'exemplaires, parce que bon, c'était F1. Et ouais, c'était une expérience assez dingue. Donc là, il y avait plus tellement d'enjeux au moment de la signature. Il fallait juste que le stylo marche. Et Voilà, c'est tout, fallait que ça marche. Et ensuite, fallait avoir les confirmations de virement, etc., qui sont pas arrivées tout de suite. Mais Et c'est pas arrivé le jour même? non, c'est pas arrivé le jour même. D'accord. Donc Bon, là, ça, on a attendu, mais on avait la confirmation Ouais. que le virement est envoyé. t'étais parti. Je faisais confiance à TF1. D'accord. Donc y a pas À de... sa banque à ce moment-là, sa parce banque. que eux, ils étaient déjà partis de chez Tout à eux. fait. Ouais. Tout à fait. D'accord. Donc c'est bien arrivé. Donc là, tu termines ce closing. Donc, t'es pas dans la très grande salle, mais il y a quand même un certain nombre de personnes Ouais. autour de la table. Alors, il y a un certain nombre de personnes, les personnes qui ont participé principalement au deal, Olivier Randan, qui gérait justement la partie TF1, il y avait Raphaël Compagnon qui a géré ça aussi, Christian Riedi, et puis à la fin, je me rappelle qu'il y a Olivier Abicassis qui est passé, qui est aussi qui est président de TF1, de ITF1. Et puis je crois Régis Ravanas aussi, qui était à l'époque le patron de la régie. Les avocats. Alors il y avait mon avocat, Ouais. moi j'avais qu'un seul avocat, eux il y avait principalement des employés juridiques côté TF1, mais parce que le plus gros, il y a eu un gros chemin entre le moment où on a commencé à discuter et le moment où on a signé. Eh ben, on va en parler. Avant ça, comment finit cette journée? Ça y est, vous avez signé. Alors certes, tu refreshes ton compte en banque sur l'app, tu vois pas de différence, Ouais. mais quand même, ça y est, c'est fait. Avec ton associé, vous sortez de là. Ouais. Vous avez vendu votre boîte. On a vendu notre boîte. On sait qu'il y a encore 3 ans à tenir. Donc, on sait que c'est pas totalement terminé. Et nous, on a surtout l'ambition d'aller faire ces 3 ans, d'aller délivrer pendant les 3 ans et puis prendre le reste du cash qu'il y a à prendre. Et c'est là où je pense que TF1 a joué un super coup en faisant un deal comme ça. Et alors, Ou je plus vous développez, plus vous gagnez. voilà, exactement. C'était Il n'y avait pas de plafond. pas de plafond. Donc, on peut s'éclater. Ultra incitatif. Et c'était gagnant-gagnant. Pour le coup, vraiment gagnant-gagnant.
Et ils ont fait 2 choses qui nous ont vraiment permis de décoller, donc de doubler l'EBITDA en 3 ans, de 1 à 2 millions. La première chose qu'ils ont fait, c'est de nous laisser indépendants. Donc, on n'est pas parti dans la tour TF1 avec les petits copains. On est resté à Levallois dans nos bureaux. Donc ça, je pense, ça a été aussi une chose très importante parce qu'on a gardé notre esprit start-up, on a gardé notre réactivité et tout ça. Et la deuxième chose, c'est de nous avoir laissé changer de nom, puisqu'on s'appelait Bonsaï Digital. Et que moi, j'ai demandé à TF1 de changer de nom et d'avoir un nom avec TF1 dedans. Parce que... Ça aide à vendre. Exactement, ça aide à vendre. Donc chez TF1, on me disait, mais non, pas du tout, les gens vont te dire, ça coûte cher, etc. Je dis, t'inquiète pas, donne-moi un TF1, et après, je m'occupe du reste. Et ça a tout changé. Alors, la régie était pas très pour à l'époque. Et donc, on a eu que 2 choix de noms. Il y avait TF1 Digital Boom et TF1 Digital Factory. Bon, bah, on avait que ça comme choix. La deuxième. Les 2 choix sont, bon, on avance un peu. Bah, je me suis pris un petit commentaire l'autre jour bien senti en me disant, les 30 premières minutes, vous arrêtez pas de dire, on en parlera après, on en parlera après. Du coup, j'ose plus, tu vas interrompre et dire, on en parlera après. Ah, je sais pas, je peux rewind. Ah bah, tu sais quoi? Fuck. On a une structure, on en parlera après. Je vais juste poser ma question maintenant et tu y répondras tout à l'heure pour pas oublier, mais comment se gère ce processus de naming? Ça vient des équipes market de TF1. Tu ne réponds pas, on en parlera tout à l'heure. On fait un petit saut dans le passé, les débuts de la boîte. Ouais. Comprendre justement ce qu'a été Bonsaï Digital avant de devenir la TF1 Digital Factory. Et pour parler des débuts, et ben c'est Abba, money, money, money. Je suis pas sûr qu'on l'ait déjà eu celle-là. Ça aurait pu être le nom de Cash Out. Money, money. Ça aurait pu. Et ça m'amène à la question évidente avec ce choix de chanson. Il y a toujours un moteur derrière les lancements de boîtes, les parcours d'entrepreneurs. T'en as, c'est des revanches avec la vie. D'autres, c'est je veux prouver que. Et il y en a, c'est l'argent. C'est le sujet et c'est le choix de cette chanson. Ouais. Il fallait cranter. Enfin, c'est un tout. Pour moi, l'argent, c'est la finalité, le reward, si tu veux, du succès. Et puis après, voilà, on vend la boîte, on a un premier niveau de succès, puis ensuite peut-être on revendra sa deuxième boîte, etc. Mais donc le moteur profond de départ, c'était pas l'argent, ça c'est le reward. Si, c'était aussi l'argent. En fait, pourquoi money? Parce que on a fait beaucoup de monnaie la première année de création de Bonsaï, et qui m'a valu du coup cette petite problématique avec mon ancien employeur. On a fait 2,5 millions la première année. Donc, ça, c'est pas commun, ça, de démarrer fort comme ça. Ouais. Voilà. Et t'avais pris tous les clients de ton ex-employeur? J'avais pris pas tous les clients, mais j'avais effectivement, j'étais parti avec des clients, et la situation a fait que qu'ils nous ont attaqués, que c'était une période intéressante, compliquée mais intéressante. Pour mettre du contexte, que je veux bien que tu nous racontes aussi ce moment où tu reçois la petite lettre qui va bien de l'avocat, mais que fait la boîte au lancement? Et globalement, ce sera le pitch de la boîte parce que vous n'avez pas eu à pivoter comme beaucoup. Non, on n'a pas trop. Vous n'avez pas mangé de pâtes non plus. Non, on n'a pas trop pivoté. Non à plus. La truffe. Mais on a quand même démarré chez moi
On verra ce qui a été une erreur stratégique, mais on a démarré chez moi, dans ma maison. Donc la domiciliation de la boîte était chez moi. On avait quelques employés qui travaillaient de chez moi. J'avais un bureau où j'avais 3 bureaux. Et ça, pour le coup, moi, j'ai quitté mon ancien employeur. Donc, ce que je faisais déjà, je faisais de la génération de leads. Donc, on crée des campagnes marketing pour les marques où on recrutait des leads pour eux. Et t'étais payé au lead. Et on était payé au lead, opt-in, dédupliqué avec leur base. Donc, il fallait bien gérer les campagnes. Donc, il fallait bien, on faisait le conseil, la création graphique, le développement, la diffusion, le reporting. Enfin, notre point, il était de proposer quelque chose de 360 pour la partie acquisition. Et ce qu'on n'avait pas chez notre ancien employeur. Et donc, et surtout avec un dashboard. C'est-à-dire que nos clients se connectaient. Avant, à l'époque, on envoyait des fichiers Excel, etc., par mail et compagnie. Et là, nos clients se connectaient. Nos publishers, éditeurs se connectaient aussi. On voyait les revenus. Chacun voyait son reporting en temps réel sur l'opération, combien de leads ils avaient fait, combien de clics il y avait eu sur chaque page, etc. Donc, c'était bien pas le même produit que c'est pas le même produit. Ton employeur. Exactement. C'est pas tout à fait le même Ça produit. répondait aux mêmes besoins. Ça répondait aux mêmes besoins, aux mêmes typologies de clients. C'est une avancée, quelque part, de ce que faisait mon ancien employeur. C'était mieux. C'était mieux, exactement. C'est ça qui leur a pas plu après. C'est ça qui leur a pas plu. Alors, ce qui leur a pas plu, moi, je suis parti en bon terme avec eux. Je suis parti en démissionnant. Je suis parti avec ma clause de concurrence qui a été levée. Le point n'était pas pour moi. Le point, il est que l'ancien DG de cette boîte, qui est mon associé plus tard, avait prévu de me rejoindre dans l'aventure Bonsaï et comptait mettre les choses en ordre d'abord chez mon ancien employeur. Il s'est trouvé que ça s'est su en interne qu'il allait me rejoindre et que ça leur a pas plu du tout. Et donc là, c'est des Allemands, ils ont débarqué au bureau, ils l'ont pris en salle de réunion à part, ils ont pris son ordinateur. Au bureau chez toi ou au bureau Non, au chez bureau eux? de chez eux. Moi, j'étais plus là déjà. Ouais. J'avais déjà commencé Bonsaï. Et ils ont pris son ordinateur. Ils ont viré 6 personnes ce jour-là, dont ma femme qui travaillait dans cette boîte. Dommage collatéral. Voilà, dommage collatéral. Il y en a eu plusieurs. Et c'est comme ça que les histoires ont démarré. Parce que du coup, ceux qui se font virer candidats de chez toi? Non, parce que je vais pas chercher quand même. Je vais pas creuser le problème. Donc, ils sont virés. Donc après, il y a eu des histoires ordinateurs, accès aux données, alors qu'il n'était pas. Enfin bref. Et donc, il pouvait pas exploiter les données qui étaient sur son ordinateur parce qu'il a été pris dans des conditions non conformes, si tu veux. En revanche, à 6h du matin, chez moi, toc toc toc, huissier de justice, police, informaticien. Perquisition. Ah oui, c'est même pas une première lettre pour t'informer que... Non, c'était pas pour m'informer, non. D'où ce que tu disais tout à l'heure, pas très stratégique de l'avoir fait chez toi. Exactement. Si ça n'avait pas été le cas, si j'avais pas mis la boîte chez moi, ça n'aurait pas pu se passer chez moi. Donc, je déconseille fortement de créer une boîte chez soi. Parce que du coup, ils demandent accès à tout, y compris tes données personnelles. Et en fait, ils viennent avec un espèce de mandat qui, pour l'informaticien, accède à mon ordinateur. Soit je donne accès au mot de passe, soit ils partent avec l'ordinateur. Et après, ils cherchent tous des mots-clés qu'a donné le juge, dont le nom de l'employeur, le nom de mon associé, etc. En espérant que ce soit le password. Non, le password, il l'avait. Ah oui, d'accord. Non, je parle, il cherchait dans les mails, dans les emails, dans l'ordinateur, etc. Donc, toutes ces datas sont ensuite séquestrées. Non, ils n'essaient pas des mots de passe. Password. Tu es presque. Là, tu chauffes un petit peu. Non. Et sinon, ils repartaient avec l'ordinateur, ce qui aurait été aussi problématique. Ouais. Plus, ça montrait... Bon, bref. Donc, du coup, ils ont accès aux données. Et dans ces emails, il y a un des emails qu'envoie mon associé à notre web designer. Et il demande que le logo de Bonsaï soit comme ça, etc. Donc, il donne des directives sur le logo de Bonsaï. Ce mail-là a suffi au juge à le déclarer gérant de fait. Donc, à partir de là, à partir de cette implication, si tu veux, dans la boîte, il a été considéré gérant de fait. En vrai, entre nous et puis après coup, c'est entendable. Il avait prévu de venir, il était considéré comme
futur cofondateur. Exactement, donc, il était futur cofondateur. Il avait aucune interaction avec les clients. Il n'a jamais eu d'interaction avec les clients. Moi, je peux le dire maintenant, de toute façon, c'est fini. Mais cet élément-là a permis de le lier en fait, directement à Bonsaï et donc à dérouler, pour le coup, une procédure où on a été d'abord condamné à payer 90 000 euros au commerce. Donc, c'était long. J'avais plus de 3 ans de procédure. Ouais. Et puis entre-temps, première année, vous faites 2,5 millions. Exactement. Mais ce qui nous aide et nous aide pas, dans le sens où ils avaient à chaque fois, vous voyez, il part, j'avais 24 ans, le mec il fait 2,5 millions, comment c'est possible, enfin tu vois. Oui, ils ont essayé d'estimer leur préjudice à l'aune de ton chiffre d'affaires. Qui était en plusieurs millions. Pour ce préjudice. Mais ça va pas se calculer comme ça, parce que c'est pas ce qu'ils faisaient, pas sur la même... Non, mais si tu veux, eux faisaient beaucoup de pertes. Ils ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, ils disent, on l'a perdu, il était là, en fait, et c'est de sa faute. Et du coup, on redemande. Donc, première instance, condamné à 90 000. Nous, on était contents, on était prêts à payer 90 000 pour se débarrasser du truc. Donc là, c'est eux qui font appel. Ils font appel. Donc là, ça reprend encore du temps. Et là, pour le coup, j'ai à l'époque mon père qui travaille dans... tout ce qui est comptabilité, gestion, audit, qui me dit, vu les bidas qu'on faisait, tu devrais mettre une provision. En fait, tu peux mettre une provision pour risque de ton... Quand tu as des prud'hommes, etc., ce qui t'évite de payer des impôts si jamais tu vas payer machin. Donc en fait... Et cette provision pour risque, pardon, pour information, tu peux la redébloquer Une fois que le procès est terminé, tu peux la redébloquer. Ok. Mais tu peux pas le faire avant si tu as besoin. Sauf si tu as des éléments concrets qui permettent de montrer que tu peux la diminuer. Ok. Voilà. Donc c'est provisionné, ça reste. C'est provisionné, mais nous au moins, on ne va pas payer d'impôt dessus si jamais on doit les sortir demain. Le problème de ça, c'est qu'en vrai, en faisant ça, donc on a provisionné 290 000 euros. En faisant ça, ils ont estimé que de fait. En faisant ça, je m'étais auto-jugé que le préjudice était de 290 000 euros. Et donc eux, ils ont accès au fait que tu as provisionné 200. Bien sûr, parce que comme tes comptes. Oui, parce que comme les délais sont hyper longs, ils ont accès aux comptes de l'année, etc. Alors évidemment, on ne publiait pas les comptes, mais eux, ils ont attaqué pour qu'on publie les comptes, donc forcément, on est obligé de publier les comptes. Bref, donc et voilà, mais 290 000 euros. Ça. Pardon. Non, mais on est là pour ça, on est là pour donner ça. Et j'étais condamné à 290 000 euros. Enfin, la Bonsaï a été condamné à 290 000 euros, tout pile, en appel. Voilà. Bon, alors ça démarre comme ça. Alors, ça a mis plusieurs années, mais oui, disons que ça a été... la petite épée de Damoclès sur la tête. C'était surtout une expérience intéressante avec les avocats. J'ai compris que les avocats... j'ai plus jamais fait depuis d'avocat à l'heure. Je payais à l'heure. J'ai toujours payé maintenant mes avocats au forfait parce que ça m'a coûté très cher, très très cher au début. Quand tu connais pas, c'est ton père côté comptable qui t'avait recommandé de provisionner. Oui, mais c'est pas les avocats. Non, les avocats, eux, ont créé le dossier fiscal pour dire, oui, effectivement, il peut y avoir un risque, etc. Machin. Mais oui, c'est pas eux. Donc aujourd'hui, tu déconseilles de provisionner. Aujourd'hui, ouais, je déconseille de provisionner ou alors d'être prêt à payer. ou d'être provisionner à minima. Exactement. Ouais, parce que quand il y a une estimation de préjudice, on cherche toujours des aspérités pour pouvoir calculer ce préjudice. Donc là, en fait, ils ont trouvé leur calcul comme ça, quoi. Ah ouais, ça les a chiés de calculer vraiment quel était le préjudice. Ils se sont dit il a provisionné 290 000. Voilà, et le juge au tribunal de commerce, c'est un humain. C'est un humain, mais c'est pas un juge professionnel. Et donc, pour lui... Là, c'était en appel, mais je pense qu'ils n'avaient pas envie de se prendre trop la tête. Bon, écoute, c'était comme ça. Notre avocat me dit oui, il faut aller en cassation, etc. Je fais hop, non, ça y est, moi, j'arrête là les frais, merci. La Cour des droits de l'homme européenne. Voilà, exactement. Non, on a arrêté les frais, on est passé à autre chose. Mais c'était une expérience, donc comme je disais, intéressante d'avoir vu tout ce côté aussi juridique. Bon, après coup, au fur et à mesure le recul. Dire, c'était oui, ça m'a coûté cher, mais c'était intéressant. Est-ce que ça t'empêchait d'être focus sur le business? Est-ce que ça t'empêchait de cartonner? Ça m'a pas empêché directement, mais d'être focus de temps en temps. Ouais. Alors, je sais pas si vous avez eu l'expérience, mais c'est quand tu reçois les conclusions de la partie adverse. Ça rend fou. Ça rend fou. Et puis tu bosses. Et puis à ce moment-là, tu dois regarder, et puis tu dois faire souvent, hélas, le boulot des avocats parce qu'ils n'ont pas le contexte, ils n'ont pas exactement ton business, etc.
Oui, ils ont le cadre juridique. Après, voilà, le contexte et la manière de l'utiliser, il y a que ça prend du temps. Et puis quand tu vois en face que l'avocat a mis pour entrer sur un angle, etc., un peu de mauvaise foi, complètement mauvaise foi. Donc c'est stressant. Et puis tu prends une fois, 2 fois, puis après t'as il décale le procès, donc tu attends encore les nouvelles conclusions, puis etc. Enfin, donc c'est stressant comme période. Et voilà. Mais bon, du coup, j'ai pris prendre du recul. Ils existent encore ? Ils existent encore. Ok. Peut-être pas si en France via leur plateforme d'affiliation qu'ils ont maintenant, mais sinon c'est une boîte allemande, voilà. Mais que je les ai appréciés beaucoup. J'ai apprécié beaucoup travailler pour eux. Je suis pas très rancunier, donc voilà, je les apprécie toujours, les gens qui étaient là-bas. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Peut-être qu'on les a eus. Je pense pas. Non. Je pensais affiliation, puis boîte allemande. Ah non, c'est pas eux. Non, d'accord. J'aurais fait doublement coucou. Et après, droit de réponse. Je pense pas. Super intéressant et merci pour le partage. Si on va très très vite dans l'aventure, donc lancé en quelle année ? 2007. 2007, vendu en 2016. 2016, donc voilà. 9 ans. Merci. Le ou les moments un peu charnières, un peu clés où tu passes des vrais steps, tu l'as évoqué tout à l'heure en parlant de la chanson Monnaie 1, Monnaie 2, Monnaie 3. Comment t'expliques les gaps et les succès pour les atteindre ? Déjà, la qualité déjà du travail. On a fait toujours en sorte de délivrer de la qualité et de la réactivité. C'est-à-dire que moi, j'étais disponible pour mes clients tout le temps, le week-end, mes vacances, parce que j'ai créé ma première boîte à 16 ans, j'ai jamais eu de vacances en 20 ans. J'ai toujours été à bosser, même quand je bossais chez mon ancien employeur, j'étais dispo le week-end, j'étais dispo les vacances. Enfin, j'ai toujours eu ce truc où j'ai besoin, si tu veux, de répondre à des besoins. N'importe où tu reçois un appel d'offres ou tu reçois un client qui dit oui, j'ai un budget de 50 000. Ah, désolé, mais là, ouais, je pars en vacances demain. Non, tu réponds. Tu réponds. Il n'y a pas vraiment le choix. Et puis maintenant, tu es aux États-Unis avec 2 semaines de vacances. Ça doit te faire rire, les 2 jours de congé payés. Les 5 semaines. Ouais. Non, même pas les 5 semaines, là, les 2, comment on appelle ça ? Les jours fériés. Les jours fériés, ouais. Qui vont sauter. Voilà. Ouais, alors aux États-Unis, ouais, ça peut. Aux États-Unis, il y a beaucoup de startups qui font des congés illimités. Mais c'est les États-Unis. Ça veut dire que c'est du marketing. On te dit c'est du congé illimité. Mais quand tu prends plus de 2 semaines. Exactement, tu prends plus de 2 semaines, ciao. Et il y a 2 choses aux États-Unis, c'est que si tu prends plus de 2 semaines, c'est souvent ciao. Mais c'est surtout que les startups font ça pour pas avoir de provision de congés payés. C'est-à-dire que quand tu pars, vu que tu as congé illimité, tu récupères pas de sous de tes congés payés. Donc quand tu as des centaines d'employés, ça commence à vite faire de l'argent, quoi. Ouais. Pardon, on en parlera après de ta nouvelle vie. Donc ouais, tu disais la qualité. On va accélérer. Juste avant que se lancent les réflexions autour de la session, vous en êtes où en termes de chiffre d'affaires, de taille de boîte, d'EBITDA, on fait 5 millions de chiffres, 1 million d'EBITDA, 20 employés. Étienne, mon associé, on n'a pas cité Étienne Naël, que je salue, et moi, on facture dans les 400 000, 450 000 par an chacun. Ça, on se verse ça depuis maintenant pas mal d'années. Et on arrive justement au point où on se pose des questions sur... On arrive au point au plafond de verre français. Et on se dit, voilà, si on veut aller dans une autre dimension, les choix qui s'offrent à nous, c'est cette fameuse levée de fonds. Ou la session. Et on va parler de toute cette phase avec Numb, encore. Linkin Park, Jay-Z. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than Ho? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like hand G rapping his prime. I'm Young H.O., raps Grateful Dead, back to take over the globe. Now break bread, I'm in Boeing Jets, Global Express, out the country but the blueberry still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep.
Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open a hand with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations. Comment le projet de session il démarre? C'est-à-dire tu as des leads entrants, un jour tu te réunis avec ton associé, vous dites bon ça y est on va vendre, comment tu l'organises? Alors ce qui se passe c'est que plusieurs années avant on avait déjà potentiellement un projet de session. On était approché par une boîte pour racheter Bonsaï et on s'était dit, donc c'était 3 ans avant à peu près, 4 ans avant, on s'était dit pourquoi pas vendre, faire encore une fois du cash out et donc l'opportunité est arrivée. Et là, l'acheteur a voulu donc nous acheter, pareil sur une partie d'earn-out, avec de l'earn-out, mais il n'était pas d'accord à séquestrer l'earn-out. Or, mon associé, Étienne, que je remercie pour ça à l'époque, m'a dit, moi, s'il ne séquestre pas l'argent, j'ai pas du tout confiance, on va pas sur le deal. Donc, on n'a pas fait le deal. On a laissé tomber le deal. Donc, à l'époque, ça m'a fait un peu mal, mais bon, je me suis dit, tant pis, ce sera la prochaine fois. Comparé au deal que vous allez avoir avec TF1 en proportion? Ouais, on est sur 3 fois moins, 4 fois moins. Ok. Donc, on a bien fait déjà 1 pour ça, et de 2, la boîte a fermé quelques années après. Mais c'est un super insight, ça aussi, de séquestrer le montant garanti de la session. La preuve, la boîte n'existe plus. Ouais. Donc on aurait été dans une situation assez catastrophique. Après, si c'est séquestré, mais que la boîte plante, si ça dépend de ton objectif à toi. Souvent, quand tu as un earn-out, tu as ton objectif personnel par rapport à ton produit, etc. Si toi, tu délivres et que la boîte plante et que ça a été séquestré, que tu as délivré ce qu'elle avait délivré, normalement, il n'y a pas de raison de pouvoir débloquer, si tu veux, cette séquestre. Autre chose, ouais. Puis ça dépend où tu séquestres, comment. Ouais, tout à fait. Mais je sais pas si tu vois beaucoup de deals avec des séquestres d'earn-out. Il y en a, ouais. Il y en a. Ouais. Après, je pense que ça dépend aussi de la boîte qui te rachète. Tu vois, on n'a pas demandé à TF1 de séquestrer l'argent. Pour le coup. Mais vous l'aviez séquestré où? Non, justement, on n'a pas demandé à TF1. Non, pour le premier deal. Non, pour le premier deal. Non, on n'a pas. Ils n'étaient pas d'accord à faire le séquestre. D'accord. Et du coup, le deal ne s'est pas fait. D'accord. Le fait de finalement refuser, on l'a évoqué très rapidement comme ça, mais tu as commencé à te projeter sur le fait de vendre la boîte, sur le fait peut-être déjà de partir sur autre chose. Quand il faut revenir au quotidien, il y a cette petite graine qui reste et qui dit, même si les graines ne parlent pas, trouvons un futur acheteur. Là, dans cette situation-là, à l'époque, c'était plutôt continuons de tout défoncer. Continuons d'augmenter notre chiffre, notre EBITDA, focusons-nous là-dessus et on vaudra plus tard. Donc, ça a été ça. Et le plus tard arrivera. Je pense, 2014-2015, où on a fait appel à une banque d'investissement pour aller chercher des potentiels acquéreurs. Donc, on a fait un roadshow auprès de différentes boîtes. Un premier roadshow, je crois, en 2014, qui n'a pas été fructueux. Donc, on a laissé tomber. C'est pas fructueux, aucune marque d'intérêt ou aucune des LOI. Propositions, ok. Ouais, aucune LOI, marque d'intérêt, oui, mais rien de concret. Je pense que les gens, on faisait de la performance marketing, trouvaient ça un peu obscur. Tu vois, on regardait des gens qui faisaient plutôt du média assez classique. On fait des marges qui sont vraiment importantes par rapport aux médias classiques. Et ça les choquait un peu. Ils avaient l'impression, si tu veux, qu'il y avait un loup. Quoi. Ouais, il y avait un loup. Il n'y avait pas de loup, mais voilà. Et donc, on a arrêté les discussions. Il n'y avait pas TF1 dans le lot du premier tour? Non, okay. Pas du tout TF1. Deuxième tour, notre banque d'investissement, on fait des rencontres. Donc là, tu changes de banque. Là, on change de banque. On fait des rencontres intéressantes, dont un qui ira quasi à une LOI et qui finalement va pas se faire. Et là, on a en fait, je fais TF1, alors juste pour reprendre, TF1 était un de nos éditeurs chez Bonsaï, c'est-à-dire qu'on gérait la base de données partenaire du groupe TF1.
Et donc, j'avais un contact avec Rodolphe, que je salue aussi, chez TF1, donc, qui gérait cette base de données. Et en déjeunant avec lui, je lui explique voilà, qu'on est en discussion. Ça va peut-être se vendre. Voilà, je lui dis on est en discussion, etc. Il me dit putain, mais tu devrais en parler chez TF1 parce que ils recherchent à faire des acquisitions en digital. Je dis ouais, mais bon, TF1 quand même, etc. Et non, mais tu devrais, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et en mars 2015, donc voilà, on a vendu en février 2016. Donc mars 2015, c'est la première. Long. C'était long. Le premier touchpoint avec TF1, c'était là pour se présenter notre activité, Bonsaï. Et pareil, ils se disent mais comment on fait autant de marge, comment vous faites, etc. Donc ils ont quand même mis du temps à nous croire, à comprendre ce qu'on faisait. Les marges du secteur sont toujours les mêmes? Oui, les marges du secteur, je pense, sont toujours les mêmes. Ouais. Avis à ceux qui voudraient... Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde déjà sur le marché, hein, parce que les marges sont plutôt bonnes. Je reviens un tout petit peu en arrière. Comme tu le sais, on a des amis communs qui font énormément d'EBITDA. Et pour faire de l'EBITDA, il faut de la marge. Donc, Je reviens juste sur la quasi-LOI. Qu'est-ce qui fait que le deal va pas se faire à l'occasion de ce deuxième tour avec ce repreneur potentiel où il y a un intérêt mais qui va pas au bout? Alors, c'est un changement d'actionnaire. Il y a eu un changement d'actionnaire auprès de un grand groupe média. Et changement d'actionnaire qui fait que tout implose. Ouais, tout implose. Et donc là, j'étais en début de discussion avec TF1. Donc, je suis pas en position de force. Forcément, j'ai pas, plusieurs LOI. Je suis pas comme certains que tu as pu avoir avec les différents choix. Je choisis en fonction de tels critères. Exactement. Là, je négocie ça. Non, pas du tout. Et surtout, ça a pris 1 an avant de signer. Donc, ça a été très, très long. La LOI est arrivée, je crois, en septembre ou octobre 2015. Ok, 6 mois, quasi 6 mois après. 6 mois, ouais. Ouais, ça a été de longues négociations. Je t'arrête un instant. Et juste pour rebalayer sur les 2 tours que vous allez faire à la recherche de repreneurs potentiels, il y a parfois, selon les boîtes, plusieurs typologies d'acteurs qui peuvent décider de reprendre, pas toujours pour les mêmes raisons stratégiques, une boîte. Vous, c'était que des groupes médias et à chaque fois pour la même raison, où il y avait d'autres typologies d'acteurs qui auraient pu être pertinents. Ouais, je pense que c'était principalement de mémoire des groupes médias ou des agences. C'est soit agence, soit groupe média. On a peut-être dû rencontrer des publishers, mais qui sont aussi dans des groupes médias au final. Et si tu refermes les yeux, dans toutes ces rencontres que tu vas faire, il y en a, je sais pas, il y a peut-être des anecdotes avec des rencontres juste, je vais dire what the fuck, mais... c'est une bonne question. Non, j'ai pas fait... il y a tellement eu de rencontres what the fuck que je ne saurais pas te dire une en particulier. J'ai pas besoin de nom, mais je trouve ça toujours intéressant de se replonger dans les moments où peuvent se décider des choses et où en fait c'est complètement désaligné. Non, t'as des gens qui en regardant nos chiffres, si tu veux, clairement n'y croyaient pas, quoi. On a vraiment l'impression qu'on avait bidouillé les chiffres et tout ça. Et pour moi, c'est ça, les moments plus what the fuck, c'est quand t'as créé quelque chose, tu vois, de concret, de bien, voilà, les gens n'y croient pas et te disent non, mais ça vaut pas ça, etc. Et aussi qu'on n'était que 2 associés, il n'y avait pas de, tu vois, de VC, de machin, d'investisseurs autres. C'était assez, c'est quelque chose qu'on voit assez rarement, ouais. Donc, pour l'époque en tout cas. Donc, non, on n'a pas eu. Si on parle un peu des négos, je lance un sujet. Les REM. Est-ce que ça a été un gros sujet parce que vous aviez des belles REM par rapport à la taille de la boîte? Tant mieux. Parce que par rapport à TF1 aussi. Ouais, par rapport à TF1, j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des REM comme ça dans le groupe. Donc, double question. D'abord, cette REM, potentiellement, elle peut être retraitée dans ton EBITDA. Potentiellement, tu fais 2 fois plus d'EBITDA que ce que tu faisais à ce moment-là. Et ensuite, effectivement, sujet, si tu gardes cette REM, comment vous avez géré ça? Alors, la REM a été effectivement retraitée en partie seulement pour des questions fiscales. C'est-à-dire qu'en gros, TF1 nous a dit « Ouais, mais là, vous êtes à un niveau de salaire de ça. On ne peut pas le descendre à un niveau TF1 pour des raisons fiscales. Tu ne peux pas passer de ça à ça. De 400 à... Passer de 400 à 100, par exemple.
parce qu'ils vont dire ouais, mais en fait, tu t'es versé du salaire alors que ça aurait dû être du dividende, ou tu vois, à l'inverse, plutôt sur les années d'après. Donc fiscalement, on avait quand même un salaire qui était assez élevé, qui n'était pas du tout à 450, mais un salaire qui était assez élevé. Et nous, on cherchait plutôt à avoir un salaire moindre, parce que c'était plus intéressant pour la sortie. Pour valoriser. Ouais, exactement, parce qu'on avait un multiple de l'EBITDA. C'est-à-dire que pendant un an, enfin, dans l'année qui va précéder le deal, vous réduisez les salaires pour augmenter. Non, c'est juste retraité à la signature. Okay. Non, il n'y a pas besoin de... Okay. Et puis en plus, après, on n'en a pas parlé, mais tu as aussi la trésor. On avait une grosse trésor. La trésor, c'est 1 euro pour 1 euro. Donc de toute façon, ce qu'on a dans la boîte, on va le récupérer derrière. Donc peu d'intérêt aussi de... Et ça, je pense que c'est là aussi, on reviendra après sur le deal, je repense maintenant au deal un tiers par année, c'est qu'on a aussi touché un tiers de la trésor par année qui, elle, avait augmenté chaque année, puisqu'on faisait beaucoup plus de revenus. Et moins de salaire. Exactement. Donc si on refait là tous les moments clés de ce deal, il y a cette première rencontre, donc je parle pas du déj que tu as fait, on dit tiens TF1 pourrait être intéressé, tu devrais les rencontrer. Il y a le premier rendez-vous, celui qui va être clé, celui où il faut faire ses preuves tout le temps, mais ce premier rendez-vous il est clé. C'est avec qui, ça se passe où, t'arrives dans quel mindset? Alors je rencontre Olivier Randam pour la première fois. C'est qui? C'est le patron de la partie ITF1, juste en dessous Olivier Abécassis, et il gère du coup tout ce qui est les acquisitions pour notamment ITF1 avec Raphaël Compagnon et Christian Riedi. À ce moment-là, ils ont déjà fait quelques acquisitions. À ce moment-là, Minute Buzz, c'était avant vous? Je pense que Minute Buzz, c'était juste avant nous. Ouais. Okay. Mais alors, Minute Buzz a été racheté sur la partie régie TF1. Nous, on a été racheté sur le côté ITF1. Donc, moi, j'ai jamais rencontré la régie, si tu veux, je l'ai rencontré après l'acquisition. Et donc, c'était un peu différent dans ce méthode-là. Mais je me souviens, qu'on était dans une des salles de réunion TF1, parce qu'il y en a énormément, qu'on discutait du business, etc., qu'on essayait de faire comprendre le business, pourquoi on faisait autant de marge, qu'est-ce qui faisait qu'on faisait autant de marge, donc on devait se répéter énormément. Attends, pourquoi je vais la poser parce que c'est pas évident pour moi. Pourquoi vous faites autant de marge? Pourquoi on fait autant de marge? Qu'est-ce que tu as dû leur expliquer là? Voilà, on se remet dans le contexte. Je suis le mec qui va peut-être te racheter. Je comprends pas. Parce qu'il y a un prix de marché et en gros on est sur du mix service, si tu veux, donc conseil, etc. et médias quelque part. Donc quand tu achètes du média, par exemple à la télé, à la radio, sur ton site internet. Ça vaut tant pour 1000. Voilà, ça vaut tant pour 1000. Ils prennent 15, 20%, voire 30%. Sur le lead, sur toute la création de valeur qu'on faisait, on faisait en moyenne 50% de marge. Et c'est toujours le cas. Des fois plus, ça dépend des deals. Mais tout ça, ça inclut la prestation de services de conseil, de design, de développement, etc. Donc, c'est ça qui était intégré, si tu veux. Un lead, c'est une marque d'intérêt, c'est pas un closing. Non, un lead, c'est une personne qui souhaite... Exactement. Oui, c'est pas complètement signé, mais ça peut avoir une valeur... qui augmente aussi avec les paniers moyens Alors, c'est une grosse valeur parce que nous, ce lead-là, après, on l'exploitait. Donc, on envoyait un email pour transformer directement le prospect en client. Et ensuite, il rentrait dans la base PRM du client où ce même lead recevait X email jusqu'à ce qu'il se désabonne, en gros. OK. Et donc, là... sur chaque phase, tu avais une REM? Non, j'avais une REM au départ. OK. On avait un modèle qui existe un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque était un all-inclusive, c'est-à-dire que le client payait uniquement au lead, toute la campagne, qui a une valeur énorme, il payait pas. Donc il payait que la perf. Donc si par exemple il commandait 100 000 leads et qu'on avait réussi à livrer que 10 000, il allait payer que 10 000 leads. Donc c'est au succès. Donc c'est aussi pour ça que c'est plus de marge. C'est attirant. Et c'est ce qui a plu à TF1, parce qu'on n'a pas dit pourquoi TF1 a voulu racheter Bonsaï. Non, ça nous intéresse. Mais c'est ce qui leur a plu. Ce qui leur a plu, c'est le côté perf, parce qu'ils avaient beaucoup de problématiques de performance versus notamment la télé. Quand ils vendaient un dispositif télé, par exemple,
je sais pas, je vais prendre, pas de citer de marque, mais un jeu concours qui est diffusé en ligne pour The Voice, par exemple, enfin, à télé, en pré-roll, en télé. Le client pouvait payer 150 000 euros pour cette prestation, et puis il avait 5000 participants, tu vois. 5000 participants, quand tu remets au prix au lead, Ça fait cher. ça fait très très cher. Et donc avec nous, ça leur permettait de dire, voilà, on vous garantit un nombre de leads. Donc dans le dispositif global, vous allez payer 150 000 euros, vous allez avoir au moins 50 000 leads garantis dans l'acquisition, et donc ils venaient chez nous chercher la prochaine. Donc en fait, il y a une forte synergie, puisque eux, en fait, ça leur permet de marger beaucoup plus correctement et aussi surtout sur la vente d'espace. d'avoir un client satisfait, Ouais. parce qu'il a vraiment du résultat, Ouais. de la data, Marge et répétition. Exactement. Je vais sortir un tout petit peu du sujet, mais tu peux peut-être répondre à une question que je me pose quand je suis devant la Starac ou The Voice ou que sais-je. Les jeux là où il faut envoyer, appeler pour voter pour un tel ou un tel ou un tel, ça rapporte combien? Ça gagne vraiment beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent. C'est un chiffre, et c'est justement ITF1 qui gérait cette partie-là. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Mais ça représente des milliers et des milliers de gens qui... Ah oui, des centaines de milliers. Des centaines de milliers pour un vote. Ah, on se dit, mais qui va appeler? Qui va voter? Mais non, c'est énorme. Y compris quand on te demande qui a marqué le premier but du match de foot. C'est énorme. Et avec quand on y pense, la réponse que tout le monde a. C'est pour ça que la question est très facile. ouais. C'est pour ça. Oui, mais plus c'est facile, Mais plus tu tu le vois, dis tout le monde a la réponse, je n'ai aucune chance de chaque gagner. année, tu le revois, tu dis, mais attends, encore, il me propose le truc. Mais oui, parce que c'est énorme en termes de revenus. Bon, j'avoue, j'ai voté pour Pierre. Voilà. Pardon, je suis sorti du sujet, mais s'il y avait une personne qui pourrait répondre à cette question, c'était peut-être toi. Ah, je suis pas. Et tu l'as fait. Si on poursuit le process des négos, à un moment, vous allez rentrer dans le dur des négos en gardant le contexte que tu n'as qu'un repreneur en lice. Ouais. Donc, mais qu'on n'est pas très stressé, c'est-à-dire qu'on n'est pas. Oui, tu n'es pas obligé de vendre, tu gagnes très bien ta vie. C'était ce qu'on s'était dit. On s'est dit, bon, là, on a une opportunité, on va à fond dedans. Si ça se fait pas, voilà. Donc, in fine, c'est un peu comme si tu avais plusieurs repreneurs, un qui reste le même, c'est-à-dire toi et TF1. Exactement. Et donc là, vont commencer les négos. Ouais. Et il n'y a pas, même si ça s'est très bien passé, même si tu es ravi de ce deal, et tu me l'as dit, on a reçu Maxime Barbier de Minute Buzz qui nous racontait que ça avait été compliqué, sa session à TF1. Toi, tu m'as dit, nous, c'est tout l'inverse. Ouais. C'était parfait. C'est pas le mot que tu as utilisé, mais c'est bien passé. Malgré tout, ça ne veut pas dire que ça frotte pas à certains moments. Avant le mariage. Voilà. Avant le mariage. Et donc, sur quoi ça frotte? Sur quoi ça se bagarre? Est-ce qu'il y a des moments où soit eux, soit toi, vous étiez prêt à raccrocher ou à fermer la porte? Alors, non, il y a une anecdote assez marrante, c'est qu'on était autour de la table en train de décortiquer nos bilans avec justement Olivier Randam, des équipes de TF1, et il regarde les trucs et il voit location de voiture. Il y en avait pour un montant assez important. Et donc, eux, ça les fait tiquer. Ils disent, non, mais les gars, comment vous pouvez avoir ça? Vous avez des Porsche ou quoi? Et nous, on les regarde. Et on a dit, oui. Étienne, il a une Porsche, j'avais un X6 à l'époque. Et tu dis, ah putain, non, les gars, c'est pas possible. Pas la Porsche. Mais on est chez TF1, on peut pas avoir ça. Tu vois, les big boss, ils ont des Renault, je sais pas quoi, le top de Renault, tu vois. Mais, avec chauffeur, quand même, les big boss. Ouais, enfin, le big boss. Mais sinon, les autres, c'est pas vraiment le cas. Mais, c'est très bien, Renault. Je négocie un prochain partenariat. Donc. C'est vachement bien, Renault. C'est vachement bien, Renault. Et c'est un très bon client, d'ailleurs, à l'époque. Peugeot aussi, fabuleux. Pardon. Ils sont en concurrence. Mais Aston Martin, t'aurais pu prendre à la place de Porsche. J'aurais pu. Voilà, et on arrête là sur les placements produits. Mais c'est là où ça a été drôle, parce qu'on n'était pas du tout dans le même monde. Ouais. C'est-à-dire que nous, on était là pour profiter... en tant qu'entrepreneur, c'est ta boîte. Voilà, on profite, on fait plaisir quand on a nos clients, quand on a, tu vois, nos dîners, dîners, déjeuners, etc. Enfin, tu vois, on fait en sorte de développer le business. On n'est pas dans une stratégie de grand groupe où tu regardes à tous les étages. Et voir une boîte comme ça qui fait autant de chiffres avec des largesses comme ça, ça a été un peu choquant pour eux. Et je pense Combien de locs sur la ligne?
Combien de locs? Ouais, combien Ouais, avec le le montant? le montant. C'était 1500 chacun, 1500 € par mois chacun. Mais ce qui est énorme Oui. pour... Oui. Je pense que c'est aussi une histoire de marketing, quoi, le mot Porsche. Parce oui, parce carrément. qu'il y a aussi des 4x4 Volvo ou je sais pas quoi qui valent le même prix, mais Exactement. ça fait pas le même effet. Exactement. Même Non, dans, il y avait- même- ouais, bon, heureusement, vous étiez pas dans le même parking, mais Ouais, heureusement, ça n'a pas été possible. Mais ouais, donc c'était assez drôle de toute cette partie-là, de la faire passer. Il y a eu aussi des... Tu l'as fait passer comment? on a fait passer qu'on arrêtait les leasings dès qu'ils sont C'est arrêtés. arrêté, quoi. Et qu'on a Voilà dû une prendre bonne manière de... nous-mêmes notre Porsche Bon, en perso. C'est pas le plus gros des renoncements. Non, que tu c'est peux pas le plus faire gros des dans un deal. renoncements, c'est sûr. Mais oui, c'était normal. On n'est pas chez TF1, les mecs, ils arrivent, tu vois, c'était pas possible. Donc, non, ça, on a fait évidemment ce deal-là. Il y avait, je me rappelle, un gros point de blocage que Olivier a réussi à débloquer. C'était mon associé qui, lui, voulait revendre sa holding. Ouais. Il voulait pas... en fait, on a créé la boîte, 25% perso, 25% ma holding, 25% perso, lui. Ouais. Voilà, Ça fait assez classique. 100% à la fin. Voilà, c'est bon. Et pour le coup, l'idée, c'était évidemment de prendre certes du cash out perso, mais aussi redévelopper... On remet dans la holding. Ouais. Pour redévelopper d'autres Ouais. choses sans qu'il y ait de frottement fiscal. Et le point de blocage est Mais le où? point de blocage, il est que mon associé, lui, il voulait pas revendre... il voulait pas récupérer dans sa holding, mais il voulait revendre sa holding. Ah, Donc, il a fallu céder... pour tout récupérer en perso. Pour tout récupérer en perso, donc il a fallu céder à TF1 la holding. Et ça a été un point de blocage à un moment donné, parce qu'ils n'ont jamais racheté comme ça des boîtes pour les effacer, quoi, en gros. Donc c'était vraiment chiant pour eux comme manœuvre. Et au final, c'est passé. Il aurait pas pu se revendre sa holding à lui-même. Non, mais là, il y aurait eu un frottement fiscal assez important. Et lui, il en faisait vraiment Un point d'honneur. tout à l'heure, tu... Pour pas dire... Faudrait nous le présenter un jour. Il a l'air très, très strict dans il est strict, sa il est strict, vision. mais très bien. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais, Il a obtenu gain de de cause. la trésor. Ouais. Tu parlais de la trésor. C'était quoi votre deal sur la trésor de la boîte? Parce que t'as certains cas où l'actionnaire, où le truc n'est pas vraiment prévu à l'avance. D'accord. Et quand il achète 51% de la boîte, après, il fait ce qu'il veut avec la trésor. Et Donc, peut-être quand t'as pas beaucoup de trésor, je sais pas. il y a... J'ai vu des boîtes faire cette erreur-là. Donc, D'accord. Écoute, je suis content qu'on n'ait pas fait cette erreur-là, mais effectivement, on s'est bien dit, vu les montants qu'il y avait en trésor, on a dit, ouais, mais ça, c'est pas cadeau, quoi. Tu vas pas nous racheter avec notre trésor. Donc, effectivement, le deal, c'était qu'on avait une trésor nette, nette de tous les frais de congés payés, etc., blablabla, etc. Donc, il y avait une trésor nette, et sur cette trésor nette, ils nous rachetaient 51%, puis ensuite, chaque année, un tiers donc restant. tu récupérais ta trésor au fur et à mesure. Ouais, mais surtout chaque année, elle augmentait. Donc on augmentait en fait aussi dans notre tiers restant la trésor. Oui, parce qu'il n'y avait pas de sortie de dividende pendant les périodes de earn-out. Le montant que j'ai annoncé au départ, c'est tout cumulé. C'est tout cumulé. Les 51%, puis tout ce que Ouais. vous allez faire grandir Tout à fait. sur les trois Tout à fait. années suivantes. Mais donc un vrai enjeu de sécuriser les 3 ans qui vont se passer. Là-dessus, ça se négocie comment? Ça vient d'eux? C'est vous qui proposez? Il y a encore des moments où il faut quand même négocier 2-3 points? Alors oui, il y a beaucoup d'allers-retours, on s'en rappelle plus aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'allers-retours sur cette négo de l'après. Et c'est là que Olivier va venir avec une proposition qui est de un tiers, et une moyenne des années précédentes. C'est-à-dire que l'année 2, ça sera la moyenne de l'EBITDA de l'année 1 et 2, et l'année 3, ça sera la moyenne de l'EBITDA de l'année 1, 2 et 3. Ce qui fait que si jamais il y a une crise en route, Oui, on la va pas être troisième année, impacté. t'as pas rien. Enfin, voilà. Ouais, exactement, t'as pas rien. Si jamais la dernière année tu fais 0 d'EBITDA pour une raison qui t'échappe. Ouais, exactement. Donc tu te dis pas, putain, j'ai travaillé pour rien. Donc il reste une motivation jusqu'à la fin de bosser. Parce que de toute façon, tu veux quand même récupérer, tu vois, et ce qui a très bien marché. Je suis resté les 3 ans jusqu'au dernier jour, j'ai bossé à fond, j'ai recruté mon remplaçant, formé mon remplaçant. S'il y a une anecdote qui te revient dans la négo, n'hésite pas. Mais si on avance,
juste avant le deal, je disais en intro, contre l'URSSAF. Ah oui. Ah oui. Quel impact ça a? Bon, c'est jamais agréable, mais quel impact ça a sur le deal? Alors, ça aurait pu avoir un impact grave, dans le sens, ça aurait pu mettre en pause le deal, le temps d'avoir le retour de l'URSSAF. Il s'est trouvé que, on a eu le courrier de contrôle d'URSSAF la veille de la signature. Donc là, le truc, on dit, ah putain, qu'est-ce qu'on fait? On a mon avocat, je lui dis, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu le dis. On est obligé de le dire, parce que le lendemain, tu signes comme quoi t'as tout dit, quoi. Ouais. Donc là, on est obligé de le dire. Et ils ont toujours un peu l'impression que, genre, tu vois, ouais, dernier jour, on était au camp, mais. Tiens donc. Donc voilà. On l'avait dit qu'il y avait un loup. Exactement. Mais alors en plus, il y avait eu des changements de direction chez TF1 pile à ce moment-là. Nouveau président de TF1 à l'époque, donc c'était un peu chaud. Ça aurait pu être le bon prétexte pour mettre en pause ou arrêter. Exactement. Et ça s'est pas fait. On avait une GAP, donc une garantie de passif qui était assez costaud, sur laquelle on était très à l'aise. Donc ça rentrait dedans. Voilà, donc au final, et on a eu un redressement de 0. Donc au final, il n'y a pas eu ils ont bien fait. Est-ce que justement tu peux parler de ta GAP? Elle était costaud. Pourquoi elle était costaud? Elle était costaud parce qu'elle était des montants qui étaient quasiment déplafonnés. D'accord. Donc, et pendant 3 ans, en gros, elle était déplafonnée, mais les années où on avait moins de parts, elle était conditionnée au nombre de parts qu'on avait, donc après elle se réduisait par rapport au risque. Et déplafonnée, ça veut dire que... Ça veut dire que si jamais vraiment on avait fait quelque chose de grave, on payait tout, mais de mémoire, peut-être que je te dis une connerie, mais de mémoire, il y avait un premier palier à 300 000 et il y avait un déclenchement de la GAP à 15 000 euros, je crois. Donc en gros, tout ce qui est, ou même plus, tout ce qui est en dessous de 15 000, voilà, on s'en fout, ou même peut-être même plus, peut-être même 30 000. Et donc quelques semaines après, on a eu le contrôle fiscal. Donc contrôle fiscal de Banzai, de ma holding, de moi en perso. Ça c'est le cadeau fiscal. Ouais. Quand on vend la boîte, encore plus à un groupe comme TF1, il y a petite lumière qui s'allume, etc. Et j'étais le prochain candidat sur la liste. Et là, j'ai eu la chance, vraiment la chance, d'être accompagné par TF1. Une personne géniale chez TF1 qui gère les contrôles fiscaux du groupe TF1. Et donc, j'étais pas tout seul, si tu veux, dans ce truc-là. À tout rechecker, tout bien rebaliser. Tout rechecker. Donc, elle était là sur toutes les étapes. Et donc, faut savoir que dans notre métier, on a ce qu'on appelle des provisions encore. Pas pour risque cette fois, mais des provisions de factures fournisseurs. Parce que nos éditeurs, on les paye pas tout de suite. Donc, on les paye une fois qu'on a été payé. Et c'est aussi la beauté du métier. Et donc, pour ça, on fait une provision. C'est-à-dire que si on leur doit, je sais pas, 300 000 euros à la fin de l'année, on provisionne 300 000 parce qu'on leur doit 300 000. Et donc, sur ça, le contrôleur, donc, il me prend à part parce qu'il profite aussi des fois que TF1 n'était toujours pas là. Il me dit oui, ça, monsieur Sidbon, par contre, je comprends pas. Voilà, je comprends pas, etc. Moi, alors ça faisait 3 mois qu'il bossait dessus et il nous dit voilà, moi je pense qu'on peut se mettre d'accord sur 15 000 euros. Donc moi j'avais le sourire, j'étais content, j'étais prêt à sauter le champagne, j'allais pas dépenser 15 000 euros de quoi? 15 000 euros. Il s'était fait un prix, de redressement, 15 000 euros de redressement. Donc moi j'appelle TF1, j'appelle Anna, je vois c'est super, elle nous a dit 15 000 euros, tu vois, donc c'est bon, génial. Quoi. Elle m'a dit mais quoi, il veut quoi exactement? Quand il veut quoi, on parle de 15 000 euros, donc on se calme. Et non, elle m'a dit on va lui donner ce qu'il veut. Donc elle lui envoie un mail et elle lui dit voilà, qu'est-ce que tu veux exactement? Le week-end passe, le lundi on reçoit un mail, j'ai retrouvé ce qui me manquait, c'est bon, 0 euros de redressement. Donc là, c'était vraiment... je fais, wow. On dirait un prompt GPT qu'on te vend sur Internet. Le mail type à envoyer au contrôleur, qu'est-ce que tu as besoin? Mais c'était... j'ai fait comme quoi, il faut rien lâcher. Ouais. Même quand ça me paraît... voilà, ils ont essayé de gratter ce qu'ils pouvaient gratter. Et au final, il y a eu 0 de redressement. Donc j'étais fier d'avoir la lettre du contrôleur avec 0 de redressement. Oui, parce que ça peut être aussi une façon de te tester, de voir si tu es prêt à lâcher quelque chose. Et si tu es prêt à lâcher quelque chose, c'est peut-être qu'il y a encore à creuser. Et donc, c'est peut-être les 280 de provision. Voilà. Je pense que oui, s'il n'y avait pas eu TF1, j'aurais clairement payé les 15 000. Tu te dis, attends, tu te débarrasses de cette pression, etc. Tu veux te focus sur le business. Oui, tu dis, ok, je paye. C'est une réaction d'entrepreneur. Exactement.
Donc on avance sur l'après signing. T'as vendu la boîte, ok, tu l'as signé et tu pars. Tu l'as dit pour 3 ans. Ça peut être long, 3 ans pour certains. Toi, on l'a deviné, hein, ça s'est bien passé. Ouais. C'était le challenge. Mais attends, je sais que t'allais y aller. Mais on n'y va pas sans ce son que tout le monde normalement connaît. Nous sommes jeudi 17 septembre, c'est la 101e de Cash Out. Ah, mais je pensais que ça allait continuer. Et il est accusé pour meurtre. Donc ce moment TF1, on l'entend, on le sent, t'as choisi le jingle du 20h, c'est un grand moment. Tu passes au JT. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas qu'on passe au JT, c'est surtout que on a eu tous les avantages de TF1 sans les inconvénients, c'est-à-dire sans être dans le grand groupe. J'invitais mes clients à la tour TF1, on faisait la visite des plateaux du JT, de téléfoot, etc. Donc ils avaient des perks qui étaient vraiment en fait, tu fais vivre une expérience à tes clients qui peuvent pas vivre ailleurs, qui peuvent pas vivre sans toi, et ça crée un lien. Et ça crée un lien de folie. Non, franchement, c'était une super expérience. Donc, on avait l'impression vraiment ils nous ont vraiment donné toutes les cartes pour qu'on puisse réussir, tout en nous laissant autonomes. Et là où je me souviens, Raphaël Compagnon m'avait dit non mais parce que moi je m'étais fait mais la régie TF1 et ils font tu vois qu'à 1,5 milliard ça va voilà, si nous on est trucs on va prendre temps, etc. Donc il m'a dit hop, calme-toi, la régie TF1 c'est cerise sur le gâteau. Et effectivement, ça a été juste la cerise sur le gâteau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils distribuaient aussi vos produits? Oui, mais ça veut dire que ça n'a jamais marché parce que ils savent pas vendre du ultra spécialisé, de la perf, etc. On est sur des produits tu vois, standardisés, et puis on parle de vraiment millions. Et c'est intéressant parce que on voit tellement de deals où il y a des synergies qui sont promises incroyables, où on te dit oui, mais on va te vendre tes produits, ça va exploser, on va t'emmener à l'international, etc. Là, ils ont eu quelque part l'intelligence de pas te vendre ça. Exactement. Et à l'inverse, de te laisser et de te donner les moyens de toi continuer à faire le business. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin pour faire le business et pour faire développer le nom TF1 et l'accès aux avantages TF1. Et ça, c'est super smart parce que en général, c'est fait de bonne foi. C'est-à-dire que quand ils te vendent des synergies, c'est de bonne foi. C'est parce qu'ils ont envie que ça marche. Mais souvent, ça marche pas, quoi. Le produit, faut pas avoir de déception. Le produit, c'est toi qui sais le vendre, c'est pas la régie de TF1. Ouais. Et puis pour l'entrepreneur, c'est souvent aussi, ça rentre dans le calcul du earn-out en disant, on va réussir à cranter une partie du business grâce à eux, donc on va atteindre ça assez facilement. Et c'est vrai que c'est pas toujours. J'ai essayé, j'ai fait des sessions avec 80 commerciaux de TF1, expliquant notre produit, etc. Mais ça a pas pris. Je veux pas aller trop vite, mais la boîte est devenue quoi en fait? Elle a été intégrée complètement maintenant. Ouais, Sacha. Alors, pour ceux qui ont suivi, TF1, quand je suis parti, on créait Unify, qui était le rassemblement de toutes les activités du groupe TF1, enfin des activités digitales du groupe TF1. Et Unify a été en gros revendu à Reworld Media. Donc c'est Reworld Media qui a pris l'ensemble des activités, dont notre activité, mais aussi Doctissimo, au féminin, etc. Enfin, tous les activités digitales du groupe. C'est pourquoi ils ont vendu? Il semble que le résultat n'était pas ce attendu. Je reviens sur ces deux choses que tu as évoquées, les avantages du groupe TF1. On parle d'avantages, le CE pour les équipes, c'est ça que tu appelles les avantages? C'est quoi? Ce que j'appelle les avantages, c'est emmener mes clients à la tour TF1, avoir accès à la tour TF1, les visites des plateaux, etc. Très, très clair. Et je reviens donc à la question que j'ai posée tout à l'heure, mais c'est enfin le moment. Le sujet du naming. Tu voulais TF1, donc ils disent, pourquoi pas, Mais la régie a mis un veto, si tu veux, sur les noms que j'avais proposés. C'était quoi? Qui étaient plus TF1, performance, digital performance, tu vois, etc. Des choses qui étaient trop pour eux. Mais à nous, ça veut dire qu'on fait pas de PR, ça veut dire que c'est pas performant, et compagnie. Donc il y avait trop de risques.
Et donc c'est ceux de la régie qui proposent des noms. Oui, parce que c'est quand même la régie, donc. C'est pas le marketing ou la com. Peut-être, sûrement qu'ils ont dû bosser avec le marketing et la com, je sais pas. Comme c'est la régie qui est toute puissante. Oui, c'est la régie qui est toute puissante, ce que je peux comprendre vu les montants. Et on nous a dit voilà, t'as 2 choix. TF1 Digital Boom ou Digital Factory. Alors, je sais pas d'où ils ont sorti le boom. J'aurais fini en boomer. Boom. Donc je me suis dit bon bah là, si j'ai que ça comme choix, ce que je voulais c'était TF1. S'il y avait que Digital Boom, j'aurais pris Digital Boom pour être honnête. Mais là, je me suis dit bon, Digital Factory c'est le moins pire des deux. Ça passe mieux, ouais. Et proposer un TF1 Bonsaï ou TF1 Bonsaï Digital, c'était. Tu t'en foutais du bonsaï, quoi. Ouais, non, le bonsaï était, ça y est, c'est fini. On avait bien travaillé. Et c'était génial. Donc, nouvelle marque pensée. Ouais, moi, j'ai pas de, genre, c'est mon bébé, j'avais un truc, je veux l'apporter. Je m'en fous, je voulais du business, je voulais que ça se développe. Et je voyais très bien que le business avec nos clients existants, a grossi du fait qu'on s'appelle TF1. Les futurs clients, quand on les appelait, TF1 machin, ça répond plus non mais facilement. j'ai pas les moyens, on fait de la performance. Comment vous faites de la performance? Donc c'était pas du tout, voilà, c'est exactement, ça répond plus facilement. Donc ça a vraiment changé pour moi le game. Et avec tes clients historiques, pourquoi ça change? Alors c'est une bonne question, et ça change parce qu'on est arrivé à des montants d'investissement importants, et donc peut-être tu le sais, mais tu peux pas avoir une dépendance financière à un client. Normal, ouais. Et donc quand on est passé TF1, c'était les portes ouvertes. Ils pouvaient nous donner 2 millions, 3 millions. Il y avait pas de sujet. Donc c'est pour ça aussi ça a ouvert les portes dans ce sens-là. Parce que les plus hauts paniers, avant de rentrer dans le groupe, ça représentait quoi? Ça représentait un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires. Pas sur 5 millions. Sur un compte. Ouais. Ok. Et passer le rachat, ça a pu monter à 2. Ça a monté, oui, 3. Ça a monté à 2 on est monté à 2 sur un client, et après on a développé d'autres clients. Donc comme tu as cité Renault, mais notre plus gros client à l'époque était Yves Rocher. Et après on a une OCB aussi. Et oui, ça monte très vite. Mais quand tu t'appelles TF1, c'est pas un sujet. Ouais, enfin, la direction, si tu veux, tu leur as dit voilà, je vais mettre 500 000 là pour Noël chez TF1 Digital Factory. Ah, TF1, ouais, ok, bon. Ouais. Je vais mettre 500 000 chez Bonsaï. Attends, quoi, chez Bonsaï, mais c'est quoi exactement tu vois, on parle de quoi? T'as pas besoin d'expliquer. Enfin, c'est pas la même chose. Si on raconte rapidement ces années-là, est-ce qu'il y a quand même des moments où sur des détails, tu vas dire bon, je regrette pas d'avoir vendu, mais ça veut aussi dire ça, de vendre sa boîte, accepter telle ou telle situation, telle ou telle décision. Ouais, je pense que, je regrette pas du tout d'avoir vendu. Je pense que j'ai vendu au bon moment, et surtout l'expérience que j'ai eue après confirme que j'ai pas de regret d'avoir vendu. Et comme je dis, on est arrivé à un moment, à presque 10 ans, où on est arrivé avec un plafond de verre pour nous. Et donc, non, j'ai aucun regret. Eh ben, on poursuit sur le dernier jour. Tu fermes la porte comment? Tu pars là pour la dernière fois. Tu es encore là dans tes bureaux à toi? Ouais. Alors, on fait une grande fête, un pot de départ. Notre pot de départ, Étienne et moi. Je me rappelle plus exactement du restaurant, mais bon, bref, on a privatisé un étage, et on a fait un pot de départ avec tous les anciens salariés de Bonsaï, ceux aussi chez TF1 qui ont participé, qui nous ont aidés, etc. Et voilà, c'est comme ça qu'on part. C'était génial. Ouais, c'était génial. Un petit... Un peu toujours, parce que c'était beau. Déjà, c'était beau de revoir tout le monde. Voilà, moi, j'aime beaucoup les gens, et j'aime beaucoup tous les gens qui sont passés chez Bonsaï. Et oui, là, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Et quand c'est fini, ça fait drôle. C'est 12 ans de ta vie. C'est une grosse partie de ta vie, mais surtout, ça faisait 20 ans que je bossais non-stop, et d'un coup, plus personne t'appelle, on n'a plus besoin de toi, t'as plus de problème à régler, voilà. C'est l'après. Ouais. Désolé, je t'ai avancé dans le... Non, mais tu pouvais parler, là, ça allait bien, hein. Coldplay, Viva la Vida. Voilà. Et donc là, c'était le fameux moment où on dit, qu'est-ce qu'on va faire après?
Viva la vida, c'est le titre de la chanson. Mais tu as commencé, comme beaucoup d'entrepreneurs, par nous parler du vide. Et en fait, personne comprend que... c'est un mix feeling, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on est entre le côté d'être libre, quelque part, et le côté d'avoir perdu notre adrénaline continue. Et c'est ce mix-là qui est un peu difficile. Difficile, c'est-à-dire que tu le vis comment au quotidien? C'est-à-dire que tu te réveilles pas, tu sais pas quoi faire de tes journées? Au début, c'est assez facile parce que tu profites, tu fais des déj, etc. Tu rencontres des gens, c'est cool, voilà. Et puis vite fait, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui manque et qu'il faut qu'il y ait un purpose. Oui. Je vois qu'après le deal, tu commences à parler anglais. C'est ça. Maintenant, je commence à parler anglais. Et il va falloir faire des choix de vie. Et à quel moment arrive ce truc où tu dis là, faut que je bouge? Il fallait que je fasse quelque chose. C'est-à-dire que là, il faut me dire, voilà, faut que je fasse quelque chose. Donc, soit je recrée une activité, autre chose, pour me donner du challenge, etc. J'ai besoin de ça. Soit une adrénaline qui était complètement différente. Donc, en janvier, juste avant, j'étais parti avec un copain au CES de Las Vegas. On était passé par Los Angeles parce que ma cousine habite Los Angeles. Et j'avais ressenti, si tu veux, cette énergie, surtout au CES, que tu as aussi fait. Et je sais que c'est assez incroyable. Et je me suis dit, non mais un gros regret dans ma vie d'entrepreneur, c'est de ne pas avoir développé la boîte à l'international, de ne pas l'avoir amené à un niveau autre que franco-français. Et on sait que pour vraiment développer une boîte, avoir une valorisation aussi qui explose, il faut l'international. Et j'en avais pas les capacités, puisque je parlais pas du tout anglais, mais vraiment pas du tout. C'était une catastrophe. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Donc, clairement, ça a été pas un truc pour moi, que je regrette d'ailleurs. C'était, je pense, quelque chose qu'il faut qu'on s'améliore en France, l'anglais. Pour les jeunes, c'est encore difficile. Quitter l'école à 16 ans, évidemment, on le recommande pas à ses enfants, mais ça t'a pas empêché de créer une boîte dès 16 ans, d'en créer une deuxième dont on parle, que tu as revendu à plus de 10 millions. Tout à fait. Et d'en recréer une dont on va parler dans un instant. Alors, j'ai pas eu l'expérience d'étudiant, tu sais, à l'international, avec Erasmus, ou tu vois, de ce genre d'échanges, etc. Sympa, ouais. Voilà, j'ai pas eu du tout cette expérience-là. Et donc là, t'es parti en coloc. Donc là, moi, je me suis dit, pourquoi pas aller apprendre l'anglais, non pas à des cours d'anglais à Paris, pour pas les citer, mais en immersion, tu vois. Et j'avais donc du coup les moyens. T'as voulu apprendre à parler le Wall Street English. Voilà, je voulais pas les citer. C'est pour ça que j'ai ensuite écoute, pourquoi pas aller à Los Angeles. Apprendre l'anglais parce que c'était mon objectif et puis voilà, vu cette aventure, parce que il y avait plus rien qui me retenait du coup à Paris d'un point de vue business, et que c'était une bonne occasion de faire cette expérience. Donc tu pars apprendre l'anglais. Donc je pars apprendre l'anglais. Et tu as pas juste tous les trois. L'anglais, on part tous les trois. Donc ma femme, ma fille, on part en visa étudiant. Tous les trois, en visa étudiant F1. Et donc on est tous à l'école. Ma femme reprend des études d'architecte d'intérieur. Elle était en digital marketing. Elle est aujourd'hui architecte d'intérieur. Et moi, donc j'arrive au Santa Monica College et j'apprends l'anglais avec des étudiants de 20 ans, etc., internationaux. Et pendant 4 mois, je vais faire 20 heures de cours par semaine pour apprendre l'anglais. Donc là... Ok, j'ai fini les 4 mois. On me dit, voilà, si tu veux rester aux États-Unis avec un visa étudiant, il faut que tu continues des cours. Mais c'est pas des cours d'anglais, ça va être des cours de maths, histoire, etc. Je dis, non, merci, Doctorat. c'est pas pour moi. Je fais non, c'est pas la question. L'autre voie était de monter sa boîte? Non, l'autre voie, c'était de... Il y avait 2 autres voies, c'était de rentrer en France. T'as 60 jours pour rentrer en France. Ou d'appliquer pour un autre visa, que j'ai eu la chance d'appliquer, qui est le visa O1A. Ce visa-là est un visa ce qu'on appelle Extraordinary Ability.
je mets des guillemets, c'est américain. C'est américain, beau, donc c'est beau. c'est extraordinaire. Qui est souvent réservé pour les artistes, mais les artistes chanteurs, acteurs, etc. Mais aussi business. Ils considèrent le business comme un art. Et du coup, il y a des critères, dont le salaire, dont le fait d'avoir écrit un bouquin, le fait que j'ai pu vendre ma boîte, etc. M'a permis en fait d'avoir ce visa-là très rapidement. Et ensuite d'appliquer pour la Green Card, qui est le reflet de ce visa, qui est l'EB1, et en gros qui permet justement d'avoir le pass. Pour moi, c'est un pass exceptionnel, parce que la plupart des Green Card, ils mettent assez longtemps à les avoir. Au bout d'un an, j'ai pu avoir cette Green Card en plein Covid, et qui du coup m'a permis de m'installer aux États-Unis, à Los Angeles, définitivement. L'étape d'après, c'est le Y Combinator? Alors non, c'est pas Y Combinator encore. Ouais. J'espère qu'il t'écoute. Non, l'étape d'après, ça a été... Tu m'as pas dit que tu as rencontré ton associé avec eux? Tu vas vite. Ouais, okay. Alors, en 2020, je cherche de faire du marketing, mais en tant que consultant. J'appelle un copain qui est Romain Afflelou, et je lui dis, parce que j'ai aussi investi dans sa boîte, je lui dis, est-ce que tu connais quelqu'un qui cherche sur marketing? Cosmo Connected? Ouais, exactement. Et il me dit, écoute, ce matin, j'ai reçu un mail d'un pote à San Francisco qui cherche quelqu'un en marketing. Donc, je vous mets en connexion. Et donc, c'était les fondateurs de Leia Inc., qui est une boîte qui fait des écrans 3D sans lunettes. Technologie exceptionnelle. Ils ont levé 350 millions de dollars. Et ça a super fité. Et j'ai commencé à bosser pour eux donc en 2020. J'ai bossé 4 ans pour eux, en consultant d'abord. Puis ensuite, j'ai été salarié aussi, aux US. Je reste une microseconde là-dessus, parce que je veux qu'on parle de la suite, la nouvelle boîte, les nouveaux projets. Mais là-dessus, le fait de redevenir salarié, aucun problème. Je dirais pas ça. Je dirais pas aucun problème. Je dirais que ça n'a pas été un problème au début, parce qu'on m'a vendu de l'intrapreneuriat. Donc clairement... c'était ce que je voulais faire, et ça a très bien marché. Ça a tellement bien marché. En fait, non, c'est pas ça, c'est que ça a tellement bien marché que le CEO, qui n'était pas un des fondateurs, mais qui était un CEO apporté par les investisseurs, m'a dit, David, c'est génial ce que tu fais, mais maintenant, on va switcher 80% des équipes sur ton projet sur lequel tu travailles. Et donc là où j'étais complètement autonome, je me suis mis à reporter avec le patron du design, le patron de Intel, etc. On n'avait pas la même vision, on n'avait pas on était en très politique. On faisait 4-5 meetings pour savoir si le bouton allait être vert, rouge, bleu sur le site. Infernal. Et donc là, je me suis dit, j'ai pas fait ça pour en arriver à me faire 5 réunions pour un bouton. Et ça a été le déclic où je suis parti effectivement l'année dernière. Et alors là, je peux avancer? Ouais, tu peux avancer. Ouais. Donc c'est avec le Y Combinator que tu vas trouver ton associé? Alors c'est avec Y Combinator Matching Founder. Ouais. Ils ont un programme sur leur site que je recommande d'ailleurs, ceux qui cherchent des potentiels co-founders. C'est un Tinder de l'entrepreneuriat. Donc on se connecte dessus, on met sa fiche, et ensuite ils nous connectent avec d'autres fondateurs. Et on peut ensuite faire des visios, les contacter. Il y en a qui ont des idées, d'autres qui cherchent des gens avec des idées, d'autres qui ont des... Et c'est vraiment très, très intéressant. Et j'ai rencontré Snehal, mon co-founder, qui est indien, qui était solopreneur et avait créé à lui tout seul une petite boîte SaaS avec je pense beaucoup d'opportunités et d'ambition. Donc j'ai rejoint. C'est toi qui rejoins. C'est moi qui rejoins. Et donc aujourd'hui ça s'appelle Give Me Five. Exactement. Give Me Five. Pour aller collecter. Alors on fait de l'automation exactement pour collecter des avis sur Google, Facebook, toutes les plateformes. On gère tout ce qui est reputation pour les marques, sur la partie reputation service, donc par exemple plombier, électricien, enfin toutes les sociétés de services, demain sur l'e-commerce, et ensuite sur la partie ressources humaines. Alors, ça a l'air simple de parler d'avis, mais c'est une vraie grosse valeur encore pour les marques aujourd'hui. 97% des gens regardent les avis avant d'acheter. Bien sûr.
Donc c'est un élément clé aujourd'hui de tout business. Alors je sais pas si c'est vrai pour les podcasts et si on regarde les étoiles avant d'écouter, mais si vous êtes des habitués du format, et a priori c'est que vous appréciez ce qu'on fait, si c'est pas le cas, ça nous fait toujours plaisir de dire qu'on a 5 étoiles sur 5 sur Give Me 5 sur Apple, sur Spotify. Exactement. Alors c'est important pour aussi le SEO, c'est important pour remonter dans les recherches de podcasts. Donc oui, il faut mettre 5 étoiles pour son podcast. Et en plus que les étoiles, moi ce que je préfère, c'est quand vous nous faites des retours sur tel ou tel épisode, ça j'ai aimé, ça moins, ça arrive aussi. Donc on est évidemment preneur. En 2 mots, Give Me 5, là vous en êtes où? C'est quoi l'ambition? À part revenir dans 5 ans sur Cash Out. C'est ça. Alors c'est clairement mon ambition. En plus, il rigole pas. Ah ouais, non, il m'a dit ça avant d'entrer. C'était pas pour nous mettre. Ouais, non, bien sûr. Mais écoute, aujourd'hui, on fait une toute petite levée de fonds de 500K. Moi-même, j'ai mis de l'argent dans Give Me 5. L'ambition, c'est vraiment de faire une boîte qui soit rentable assez rapidement. Et sans avoir besoin d'aller lever énormément d'argent et en ayant le leverage de tout ce qui est AI. Donc évidemment, aujourd'hui, là où des compétiteurs vont avoir des grosses équipes, etc., avec l'AI, on va pouvoir vraiment alléger tout ça. On va pouvoir aussi proposer des tarifs hyper compétitifs. Mais l'AI étant accessible à tous, où sera la plus-value, elle est sur la verticalité. C'est-à-dire que l'AI, tu vas pas demander à ChatGPT, crée-moi une automation pour rassembler mes reviews, rassembler mes reviews. Oui, non, mais je parle par rapport aux concurrents. Ah oui, les concurrents de la même manière. Les concurrents sont en retard sur cette partie-là, ou alors ont des prix qui sont pas accessibles. C'est-à-dire que tu vas payer peut-être 300 €, 400 € par mois pour gérer tes reviews. C'est pas accessible à pas mal de boîtes. Tu vois ce que je veux dire? Et ils peuvent pas descendre les prix non plus, parce qu'ils ont déjà un niveau de clients. Ils vont pas dire, non, maintenant c'est 100 $ par mois, et les autres vont dire, attends, t'es gentil, mais je paye 400. Donc, Puis ils ont des process, des méthodes, des technos que tu viens disrupter, en fait. Exactement. Et eux, ils sont bloqués avec... ils ont une legacy, ce qu'on appelle une legacy technique, et que nous, on n'a pas. Et tout va se jouer, je pense, dans la partie UI, UX, pour tout ce qui est vertical AI. Mais tu passes pas quand même 5 réunions pour un bouton. Exactement. Et ça fait plaisir. Ou si tu le fais, c'est parce que c'est ta boîte. C'est un bonheur de t'avoir avec nous, David. Ça fait un moment, ça fait bien un an, mais moi je pense même un peu plus. Ouais, un peu plus. On essaie d'organiser ta venue à ce micro maintenant que tu vis aux États-Unis. Donc ça y est, c'est officiel. N'attendons pas 5 ans pour la prochaine. On conclut avec la musique de la célébration du deal. Tu l'as dit, vous avez fêté ça. C'est peut-être pas la fête que tu avais en tête en mettant ce son, le pot de départ. Peut-être que si. Ah, je sais plus. C'est Black Eyed Peas. Ah, bah si. C'est cette soirée-là. Très bien, ça. Ouais, ah oui. Tu veux un dernier commentaire? Non, c'était une superbe expérience et j'espère avoir donné des petits insights pour. Ah, mais grave. C'était génial. C'était génial. Merci beaucoup, David. Merci. Franchement, à chaque fois on se le dit avec Sacha off, mais il n'y a pas un épisode où on s'ennuie en disant non mais on a entendu. Alors évidemment il y a quelques musiques qui reviennent et notamment celle-ci. On est content de les réécouter. Mais les histoires exactement et surtout les histoires, elles sont toujours différentes et les insights s'empilent épisode après épisode. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et merci à vous qui nous faites atteindre les plus de 90% de taux de complétion sur nos formats. Donc on est ravis. Je tiens le timing. Beau timing. I got a timing. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling.
J'ai envie de faire les houhou. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Feeling. Ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Feeling. Ooh, that tonight's gonna be a good night. Facile à prendre celle-là. Très facile. That tonight's gonna be a good night. Tonight's the night, let's live it up. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it, like oh my god. Jump out that sofa, let's kick it off.